19h à Alger, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette édition complète de l'information à la une de l'actualité de ce mardi 5 mars. Martyrisé, affamé, abandonné, Reza saigne et pleure ses martyrs au 151e jour de génocide sioniste. Près de 100 martyrs et 123 blessés sont à déplorer lors des dernières 24 heures, alors que la situation humanitaire est au plus mal au niveau des hôpitaux. Et depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le patron de l'UNRWA persiste et signe. Le projet sioniste de démantèlement de l'agence pour les réfugiés palestiniens conduirait au sacrifice d'une génération entière d'enfants. Et puis lors de cette édition, nous irons à Tindouf, dans le sud algérien, pour suivre de près les travaux de la 12e édition de la foire internationale Mougar, où plus de 120 exposants abattent les frontières du commerce pour le bien des populations locales. L'Europe face à ses contradictions sur le plan de défense, rester sous la coupe de Washington ou en sortir. De peur d'être lâché par le grand allié de l'Atlantique, c'est désormais le grand dilemme de Bruxelles. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle journée de bombardements et d'exactions en tout genre dans l'enclave palestinienne de Reza. Les forces sionistes ont commis au moins 10 massacres, faisant au moins 97 martyrs et 123 blessés durant les dernières 24 heures, portant le bilan global des victimes palestiniennes au 151e jour du génocide sioniste à Reza. Et depuis le 7 octobre 2023, à plus de 30 630 martyrs et plus de 72 040 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants. Parmi ces martyrs, nous comptabilisons plus de 13 430 enfants et 8 900 femmes, 364 qui font partie du personnel médical, sans oublier 48 membres de la défense civile et 132 journalistes. 7 000 disparus se trouvent toujours sous les décombres, car les équipes de secours n'ont pas réussi à les sortir de là à cause du bombardement sioniste permanent et le manque de carburant. Et durant les dernières heures, au moins 34 martyrs ont été transportés aux hôpitaux de Khan Younis, 9 au complexe médical Shifa et 25 à l'hôpital européen de Reza, dont 17 membres d'une même famille, et ce à la suite d'un bombardement de l'armée sioniste. C'était un enfant de 10 ans. Qu'a-t-il fait de mal? Ces gens étaient chez eux, à leur travail. Ils ne trouvent rien à manger, ils cherchent leur pain quotidien. Qu'ont-ils fait de mal? Filmez et laissez le monde entier voir ce qui se passe. Chaque jour, nous nous réveillons avec une nouvelle tragédie. Ça suffit. Dieu me suffit et il est le meilleur pour disposer des affaires, en nous et nos gouvernants et en tous ceux qui ont conspiré contre nous. Vers 20h20, la maison a été visée par un missile. Nous sommes arrivés et avons vu que la maison d'Abou al-Abed al-Fakkaoui a été bombardée alors qu'il hébergeait ses proches déplacés de Jabalia. Il y avait environ 30 à 40 personnes dans la maison. Il y a encore plus de 10 personnes que nous ne pouvons pas extraire ou pour lesquelles nous ne pouvons rien faire jusqu'à présent parce que c'est un bâtiment à 2 étages et nous ne pouvons rien faire sans l'équipement nécessaire. Nous faisons appel à la défense civile ou à toute personne pouvant venir avec le matériel nécessaire pour nous aider à extraire les martyrs de sous les décombres, car nous ne pouvons rien faire à main nue. Dieu nous suffit et il est le meilleur pour disposer des affaires. Et ces images que vous allez voir apparaître sur votre écran témoignent de l'ampleur de la détresse dans laquelle se trouve l'hôpital Al-Nasser de Khan Younis, l'un des plus importants pôles médicaux de Reza, complètement dévasté après plusieurs semaines de siège et d'assaut de la part de l'armée sioniste.
Et plusieurs personnes ont été tuées tandis que d'autres ont été blessées lors d'un bombardement d'une maison appartenant à la famille Sedoudi au camp de Nusayrat au centre de la bande de Reza. Au moins 8 martyrs ont été signalés très tôt ce matin dans le camp de Jabalia, au nord de l'enclave palestinienne, où l'armée de l'occupant sioniste a frappé un carré d'habitation situé dans la zone de Houja. A noter que les dépouilles des martyrs ont été transportées à l'hôpital Kamal Adwan. Et à Reza, l'armée sioniste ne se satisfait plus de tuer une fois les Palestiniens. C'est ainsi qu'un charnier situé à Jabalia, où 7 sépultures avaient été inhumées, temporairement ont été bombardées pour la deuxième fois. Les tombes des martyrs palestiniens ont été profanées de cette manière. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est rendue le week-end dernier dans les 2 hôpitaux du nord de la bande de Reza, théâtre d'une sauvage agression sioniste, a décrit une situation sinistre avec 10 enfants morts en martyrs à cause de la faim dans un des établissements. L'équipe de l'OMS a visité les hôpitaux Kamal Adwan à Beit Lahia et à Al-Adwa à Jabalia pour la première fois depuis le début du mois d'octobre 2023, en dépit des efforts pour avoir un accès régulier au nord de la bande de Reza. Les conclusions de cette visite sont sinistres, a déclaré le patron de l'OMS. Et par ailleurs, en Cisjordanie, un enfant palestinien âgé de 10 ans seulement est tombé en martyr sous les balles sionistes à Naplouse, plus exactement dans le village de Bourine. A noter que 2 autres jeunes ont été blessés, transportés à l'hôpital. Je lui ai mis un chapeau sur la tête, il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit « Tu ne sens pas la brise ? Je ne veux pas que tu sentes l'air. » Il y est allé et les gens m'ont dit que l'armée est dans la ville. Mais je m'en fichais parce que souvent ils viennent, mais ils ne font rien et parfois nous dérangent. Plus tard, j'ai appelé son père. Il m'a dit que Amr était mort. Je suis allée et j'ai commencé à pleurer, mais je n'avais pas de larmes. Je n'ai pas crié comme toutes ces femmes. Dieu m'a donné la foi. Je vous en parlais en titre, le démantèlement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens réclamé par l'entité sioniste conduirait au sacrifice d'une génération entière d'enfants et à semer les graines de futurs conflits. C'est en effet en ces termes que le patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a averti devant l'Assemblée générale des Nations unies contre le recours à une telle action. Souila Kilal. Devant l'oratoire attentif du Conseil de sécurité de l'ONU, l'homme fort de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a dénoncé l'arrêt du financement de l'agence onusienne, un arrêt de financement que Lazzarini assimile à une décision politique visant à tenter d'éliminer l'organisme et ses opérations de Reza et de la région. Malgré cette action rapide et décisive et le caractère infondé des allégations, 16 pays ont suspendu le financement d'un montant total de 450 millions de dollars. Je suis profondément reconnaissant aux membres, les États et les donateurs qui ont maintenu, voire augmenté leur financement. Grâce à eux, l'agence, qui constitue l'épine dorsale de l'aide humanitaire à Gaza, peut continuer à fonctionner et demeure une bouée de sauvetage pour les réfugiés palestiniens dans toute la région. Mais pour combien de temps ? L'UNRWA fait face à une campagne délibérée et concertée visant à saper ses opérations et, à terme, à y mettre un terme. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, ou UNRWA, qui a été mandaté par cette Assemblée,
est confrontée à un effondrement imminent. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, représente l'espoir de survie pour des millions de personnes en Palestine, mais également dans plusieurs autres pays de la région. Mettre fin à la mission de l'UNRWA condamnera sans appel les futures générations d'enfants palestiniens. C'est par ces mots que le chef de l'UNRWA a tenté de faire appel aux consciences des 193 membres de l'ONU. Le démantèlement de l'UNRWA relève d'une vision à courte vue. Ce faisant, nous sacrifions toute une génération d'enfants, semant ainsi les graines de la haine, du ressentiment et de futurs conflits. L'UNRWA emploie 13 000 personnes à Gaza et gère notamment des écoles, des cliniques et la distribution de l'aide humanitaire. L'agence est dans le viseur de l'entité sioniste qui tente absolument de démanteler le réseau et éradiquer sa présence en Palestine, quitte à lancer des allégations infondées. D'ailleurs, le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou a ouvertement déclaré que l'UNRWA ne ferait pas partie de Gaza d'après-guerre. Et l'ambassadeur de la Palestine auprès des Nations Unies a appelé lundi à des sanctions contre l'entité sioniste pour ses crimes de guerre commis contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. L'entité sioniste a provoqué la mort de Palestiniens sous de multiples formes, bombardements aveugles, exécutions sommaires, maladies, déshydratation et famine, a déclaré Mansour lors d'une session de l'Assemblée générale de l'ONU convoquée pour discuter de la question de l'usage du droit de veto par les États-Unis au Conseil de sécurité. Mr. President, there is a reason why ethnic cleansing was possible in Palestine. Monsieur le Président, il y a une raison pour laquelle le nettoyage ethnique a été possible en Palestine, pour laquelle l'apartheid a été possible en Palestine, pour laquelle le génocide a été possible en Palestine. C'est la certitude des auteurs de ces actes qu'ils ne seront jamais tenus pour responsables. Pendant des décennies, les victimes palestiniennes ont été tuées et mutilées, déplacées et dépossédées et privées de leurs droits les plus fondamentaux jusqu'à ce que l'horreur culmine avec les massacres à Gaza. Until the horror culminated with the massacres in Gaza. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu ce mardi un entretien téléphonique avec son homologue Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Un entretien lors duquel il lui a renouvelé ses félicitations pour l'adhésion de son pays au Forum des pays exportateurs de gaz et lui a adressé ses remerciements pour la présence distinguée de la Mauritanie aux travaux du 7e sommet. Abdelmadjid Tebboune a à cette occasion informé son homologue de la réunion maghrébine tripartite qui a réuni les présidents algériens, tunisiens et libyens à l'issue du 7e sommet du GECF tenu à Alger. Ajoute la même source, le président algérien a également examiné avec Ould Cheikh Al Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, des questions africaines d'actualité, conclut le communiqué de la présidence algérienne. Et c'est encore une fois depuis la région de Tindouf, dans le sud algérien, que la coopération économique entre les pays de la région saharienne prend forme, et ce en faveur du coup d'envoi de la 12e édition de la foire internationale Mougar. L'événement, qui s'étalera sur 5 jours, regroupera pas moins de 140 exposants, dont 40 artisans et 24 sociétés privées. Il s'agit d'une rencontre commerciale et économique par excellence, car à travers les produits exposés aujourd'hui, nous avons réussi à répondre aux besoins de la population locale, mais également à les exporter vers les pays de la région.
Depuis le début des échanges de visites entre les dirigeants des deux pays, notamment dernièrement, la coopération s'est accrue et ce à la lumière des projets initiés dernièrement par les deux pays et qui faciliteront la coopération commerciale et économique entre les deux nations. Cette foire, et d'après les premières lectures, prouve qu'il existe des relations solides entre les populations de la région, politiques, culturelles, familiales qui s'enracinent dans le temps. Ce Mougar, je l'espère, mènera vers une activité qui profitera à toutes les populations de la région. Et lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique qui se tient à Jeddah, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a assuré que la gravité de la conjoncture actuelle à Gaza nous oblige à élever le plafond de nos positions collectives, à les renforcer avec des mesures qui répondent aux appels de détresse de nos frères palestiniens. Il est temps, ajoute Attaf, pour nous de prendre conscience que les mots de condamnation ne suffiront pas à arrêter le génocide sioniste. Fin de citation. Le ministre des Affaires étrangères, justement, Ahmed Attaf, qui s'est entretenu mardi à Jeddah avec le chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans le gouvernement d'union nationale libyen, Tahar El-Baour, et sans marge de sa participation à la réunion extraordinaire, je le disais donc, du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Selon un communiqué de la diplomatie algérienne, les deux parties ont à cette occasion échangé les vues autour des travaux de cette session extraordinaire consacrée au débat des développements du génocide continu contre le peuple palestinien frère et à l'examen des voies susceptibles de permettre à l'OCI d'intensifier ses efforts pour l'arrêt de l'agression israélienne. Les deux parties ont également échangé les vues au sujet de la situation prévalant dans la région et les développements sur la scène libyenne, mettant en avant dans ce cadre la nécessité de renforcer la coopération bilatérale au niveau des organisations régionales continentales, conclut le communiqué. C'est en marge du même événement que le chef de la diplomatie algérienne a rencontré son homologue et vice-premier ministre du Kazakhstan, Murat Nertelou. La rencontre a porté sur la situation dans les territoires palestiniens occupés et la poursuite de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, précise un communiqué des affaires étrangères algériennes, ajoutant que les deux parties ont examiné les moyens d'aller vers une riposte commune et forte de la part de l'OCI face aux atrocités commises par l'occupant israélien contre les frères palestiniens, entre autres dossiers à caractère bilatéral. Ahmed Attaf a par ailleurs reçu ce mardi un appel téléphonique de son homologue roumain Luminata Teodor Odupeșcu. Un entretien entre les deux ministres a permis d'exposer la nature des relations entre l'Algérie et la Roumanie et à ce titre, les deux chefs de la diplomatie ont exprimé leur satisfaction quant à l'avancée des activités bilatérales ainsi que l'ouverture de nouveaux champs de coopération, notamment dans le domaine de la formation des ressources humaines. Outre ces questions bilatérales, les deux ministres ont évoqué la situation politique et sécuritaire dans la région sahélo-saharienne, rapporte un communiqué des services de la diplomatie algérienne. Algérie toujours, le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et après avoir pris part lundi à Doha la cérémonie d'ouverture de la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de la défense maritime de Doha d'Imdex 2024, a été reçu ce mardi par Cheikh Jassem Ben Hamad Al Thani, représentant personnel de l'émir du Qatar, et ce dans le cadre de la visite qu'il effectue au Qatar. Les crimes coloniaux institutionnalisés commis par la France en Algérie au temps du colonialisme sont dans le viseur
d'une vingtaine d'ONG qui interpellent l'Élysée sur la responsabilité de Paris dans les crimes de guerre commis par l'armée à l'époque et lui demandent de reconnaître le recours institutionnalisé à la torture. Naïla Hamouda. Le débat sur la responsabilité de l'État français dans la torture durant la guerre d'Algérie est relancé. Jugeant que la reconnaissance déjà exprimée par Paris est incomplète, plusieurs ONG et associations, notamment d'anciens combattants, ont déposé à l'Élysée un dossier pour qu'une chaîne de responsabilité soit établie. S'engager dans la voie de la compréhension de l'engrenage répressif conduisant au recours à la torture, dont le viol est un instrument constitutif, n'est pas un acte de contrition, mais un acte de confiance dans les valeurs de la nation. Durant la guerre de libération, l'armée française avait recours sans complexe aux plus atroces actes de torture. Les moudjahidines algériens subissaient toutes sortes de supplices et de châtiments corporels et psychologiques. L'autorité française avait vent de ce que leur armée faisait subir au peuple algérien, ce qui engage pleinement sa responsabilité. Durant ce qui a longtemps été appelé les événements d'Algérie, la torture comme système de guerre a été théorisée, enseignée, pratiquée, couverte et exportée par les gouvernements français, ce qui engage pleinement la responsabilité de l'État. Le dossier a donc rebondi en France. L'objectif de cette initiative est de comprendre comment la torture a été possible pour pouvoir avancer dans le vivre ensemble, dira Nils Anderson, président de l'association Agir contre le colonialisme aujourd'hui. D'ailleurs, le contentieux historique entre l'Algérie et la France est très profond. Dans le cadre du dossier sur la mémoire, Alger ne cesse de réclamer des réparations sur les essais nucléaires français en Algérie, ainsi que la reconnaissance des crimes coloniaux par la France officielle. Nous poursuivons cette édition avec l'histoire coloniale de l'Algérie pour parler de l'avant-première honorifique consacrée hier au très attendu film sur l'Arbi Ben Mhidi, héros de la guerre de libération algérienne. Le long métrage d'une durée de 1h55 réalisé par Bachir Draïs a enfin été projeté à Alger devant 1700 personnes. Il retrace le parcours militant du shahid et l'une des figures marquantes de l'histoire du pays. Vous savez, quand un réalisateur se met à travailler sur un film, son rêve c'est d'être présenté au public. C'est vrai que cette occasion, aujourd'hui la sécurité nous a dit qu'il y avait 1500 assis et 200 places debout entre les couloirs. Donc ça veut dire qu'il a été présenté devant 1700 places. Il faut faire ce genre de film pour habituer le public à ce genre quand on parle de la révolution, il faut habituer le public à parler de l'humanisme, de l'esthétique, de la romance, de la fiction, parce que l'histoire, sans fiction, sans romance, il y a très peu d'histoires qui peuvent faire des films. La politique européenne de défense également à l'actualité. La Commission européenne propose que d'ici 2030, 50% des équipements militaires soient fournis par l'industrie européenne. C'est ce qu'a déclaré devant la presse la vice-présidente Margrethe Vestager, alors que 68% des achats d'armement réalisés dans l'Union européenne au profit de l'Ukraine se font auprès de fabricants américains. Constat signé Thierry Breton, commissaire européen en charge des industries de défense. Une vision globale de notre appareil de production de défense. Nous avons tout ce qu'il faut en Europe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur L24 News.